Bienvenue au Polysécure épisode PME. Je suis avec Émelie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des outils collaboratifs, qui est une enveloppe assez large pour, entre autres, discuter des endroits où on stocke nos fichiers, notre contenu, nos informations sur Internet, parce que maintenant, c'est tellement facile de les stocker sur ce genre de choses-là. J'ai vu d'ailleurs plusieurs interventions sur les médias sociaux que tu as faites qui ont donné des réponses très intéressantes dans lesquelles on va probablement aborder en partie. Puis je vais te laisser commencer à introduire ton sujet, puis on va dialoguer comme on fait d'habitude. Ben oui, certainement. Merci une nouvelle fois pour l'audience. Merci une nouvelle fois pour l'invitation. Toujours très heureuse de pouvoir collaborer avec toi. Gestion des outils collaboratifs. Je vois plein de choses qui se font, des bonnes pratiques, des moins bonnes pratiques, et je pense que de condenser peut-être tout ça dans un épisode, ça pourrait être pas mal intéressant. Mais si on a une ligne directrice à garder en tête tout au long de l'épisode, on va essayer de répondre à 3 questions. En fait, il y a 3 questions à se poser, et ça va être au travers de ça qu'on va naviguer, qu'on va se promener. Première question, c'est le où. Où est l'information? C'est quoi les lieux de stockage où est-ce que je stocke mon information? Ma deuxième question, c'est le quoi. Quelles sont les informations que j'ai en ma possession? Et ma troisième question serait le qui. Qui a accès à cette information? Qui a accès à mes choses? Donc, les trois questions, notre fil rouge du podcast, où, quoi, qui. Le où, puis on rentre direct dans le vif du sujet comme ça. Le lieu de stockage, il est de notre devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrer la perte, la destruction, la falsification. On oublie aussi, mais des données qui sont falsifiées, on veut qu'elles soient conservées sur des supports informatiques ou autrement, peu importe, mais quelles sont nos options? Et déjà, je te disais en off que je voulais quand même faire une petite mention au papier. Parce que on est passé télétravail, on est passé info nuagique, mais n'oublions pas la sécurité physique. Et on a peut-être encore des dossiers papier et leur sécurité doit faire partie prenante de notre stratégie globale. Toi, est-ce que tu travailles encore avec du papier ou punaise? Moi, j'ai même pas d'imprimante à la maison, mais je suis curieuse de t'entendre de ton côté. Moi, je travaille encore, du travail avec du papier, c'est un bien grand mot. J'aime prendre des notes sur du papier. Je sais pas, j'aime le côté manuscrit de prendre des notes, puis ça a le bénéfice d'aider ma mémoire aussi, là, qui est un peu vieillissante, fait que ça l'aide à inscrire dans ma mémoire quand je l'écris sur du papier. Oui, j'ai une imprimante pour plusieurs raisons, dont mes enfants qui impriment comme en fou, mais au-delà de ça, personnellement, à part des quelques papiers formels que je dois absolument imprimer, j'imprime pratiquement rien, ou j'imprime les informations que j'ai à remettre à mon comptable, par exemple. Fait que non, j'ai peu de traitement papier en tant que tel. Cependant, je suis très d'accord avec toi que on oublie, parce qu'on est tendance à faire juste du cyber, donc d'oublier que le papier est dans le cycle de l'information, quand c'est de l'information qu'on cherche à protéger. Donc, il faut s'assurer de l'inclure dans notre réflexion, qu'il y a un passage de papier vers le numérique, du numérique vers le papier, par l'impression, entre autres, qui est une façon. Il faut en tenir compte dans l'ensemble du processus. Les gens ont tendance à négliger aussi ce volet-là parce qu'ils l'oublient, parce que c'est moins sexy que les moyens numériques pour traiter l'information. Fait que oui, ça en fait partie. J'ai une déchiqueteuse à la maison, j'ai un bidule avec qui masque les informations en angle par-dessus dans certains cas. Fait que c'est tout dépendant de la nature du papier. Parce que je fais pas juste générer mon papier, j'en reçois. Puis j'ai des informations souvent que mon adresse ou certaines informations que je considère un peu plus sensibles. Puis la notion de sensibilité, d'ailleurs, est propre à personne, mais quand même, on devrait avoir un lieu commun sur le fait que nos informations, comme notre lieu de résidence, c'est quand même une information pas très sensible, mais quand même personnelle, dans laquelle on devrait quand même faire attention un peu, que ce ne soit pas disséminé au grand public ou juste dans le recyclage, par exemple, qui est un endroit qui peut ramasser avec des gens. Les centres de tri, c'est des gens qui sont payés pas cher, qui trient du papier. Fait que s'ils voient de l'information sensible, il faut pas se leurrer. Là. La tentation, elle existe pour ces gens-là. Les gens qui vont fouiller dans les poubelles, il y a une panoplie de possibilités où ça peut faire de fuite de ce côté-là. C'est juste infini, là. Oui, merci d'amener ce point de la destruction parce que c'est un gros enjeu qu'on a pu voir avec justement le télétravail, de passer justement à la maison. C'est que quand on était au bureau, on avait une grosse machine déchiqueteuse, on avait un gros bac de recyclage qui était cadenassé. Mais depuis qu'on est à la maison, on dirait que c'est comme un élément
qu'on a juste oublié. Qu'est-ce que tu fais avec ton information? Je la mets au recyclage. Souvent, c'est ce que j'entends. Donc là, moi, ça vient me dresser les poils des bras. Ou alors, je la garde pour quand je vais au bureau, j'irai la détruire au bureau. Bon, c'est déjà mieux, mais en attendant, c'est à risque quand même à la maison. S'il y a un risque physique, bon, la probabilité est peut-être mince, dépendamment de où vous habitez. Mais effectivement, ouais, puis je dirais, un des sujets que j'avais abordé avec un de mes clients sur le télétravail, entre autres, puis l'impression à la maison, parce que ça a été beaucoup le débat au début du confinement. Dans un bureau, on a des mesures de sécurité physique supérieures à ce qu'on a à la maison. Même si la probabilité, c'est vrai qu'on ne se fera pas voler, surtout quand on est toujours à la maison. C'est très peu probable que quelqu'un vienne nous voler, mais ça peut arriver. Puis tu as quand même vécu, je pense, c'est l'été passé, l'année passée, oui. Un vol de ton ordinateur. Donc, dans ce cas-là, c'est pas exclu. Ça peut arriver quand même. Puis si on est dans un contexte d'une maison avec un système, on n'a pas de caméra de surveillance à la maison, on a un système d'alarme, mais c'est so-so, puis ainsi de suite. Tous ces contextes-là font que l'information est beaucoup moins protégée. Puis là, on est face à une menace qui est une menace d'une personne malveillante versus au bureau, par exemple, qui est une menace d'un collègue un peu trop curieux ou qui aurait été corrompu puis voler de l'information pour son gain personnel. Mais on n'a pas la même menace, mais elle est tant qu'à moi, plus grande à la maison, ce genre-là, parce que la sécurité physique, elle est inférieure. Ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi pour cette portion physique. On a maintenant le numérique, bien entendu, mais le numérique, on oublie un petit peu. On pense tout de suite au numérique en ligne et c'est là qu'on va parler le plus des dossiers numériques en ligne, le cloud, mais on peut penser aussi aux dossiers numériques qui sont hors ligne. C'est tous les documents qu'on peut avoir sur notre ordinateur, sur un disque dur, qui sont numériques, mais qui sont hors ligne, qui ne sont pas connectés au web. Nos documents Word, nos documents Excel, nos images, tous ces fichiers-là sont de l'actif numérique également. Et les dossiers numériques en ligne, bien entendu. Et notre premier réflexe, c'est probablement de penser justement aux espaces de stockage, aux fameux clouds, mais pensez aussi à votre outil comptable. Si vous utilisez QuickBook, ZoboBook, peu importe l'outil comptable en ligne, ou même le CRM, notre CRM qui vient avoir beaucoup de données sur notre clientèle, sur des partenaires, sur des collaborateurs. C'est beaucoup de données sensibles également, beaucoup de données confidentielles. Donc, pensez à ces outils-là également parce que ça renferme beaucoup, beaucoup d'informations à la fois sensibles, à la fois confidentielles. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est important. Puis dans le contexte de la loi 25, qui était la PS 64, c'est très important d'avoir d'informations sensibles. Donc, dans le cas d'une fuite, puis c'est là où ça va être important. Et tu vas aborder ça, c'est le où. Il faut faire l'inventaire de cette information-là parce que si un de ces fournisseurs-là, si on arrête d'utiliser un de ces fournisseurs-là, qu'on ne détruit pas l'information, c'est tous ces éléments-là, il faut en tenir une trace parce qu'on ne peut pas laisser moisir cette information-là éternellement chez un fournisseur que c'est pas sûr qu'il va détruire l'information une fois qu'on a cessé d'utiliser le produit. La façon de le détruire est propre à chacune de ces plateformes-là. Et quand on stocke nos données dans un cloud, on doit se fier au système de sécurité de ce fournisseur. C'est tout à fait normal. Il y a plusieurs attaques qui ont déjà été médiatisées dans le passé. Dropbox, AWS aussi a eu son lot de petits défis. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un service infonuagique, c'est comme un espace un locker qu'on louerait à quelque part dans un entrepôt et qu'on mettrait nos choses là-dedans. Ce lieu-là ne nous appartient pas. C'est comme si je stockais mes documents de travail sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est à garder en tête que c'est pas chez nous. On le décore à notre façon, on met de la couleur au mur, on met les meubles à tel endroit, on organise de telle façon, mais c'est pas chez nous, c'est un espace qu'on loue. Ça peut avoir de nombreux avantages. C'est notamment au niveau de la disponibilité de l'information, au niveau du travail d'équipe. Par contre, attention aux données sensibles. Et quelque chose que j'amène, c'est est-ce qu'on a plus besoin qu'un document soit disponible ou qu'il soit confidentiel? Je ne dis pas de ne pas mettre nos choses dans le cloud. Je pense qu'en 2022, c'est plus réaliste de dire ça. Je dis simplement de doublement protéger ces données. Puis si on a besoin de plus de confidentialité que de disponibilité, il y a peut-être d'autres solutions. Puis tu vas vouloir peut-être rebondir par rapport à ça. Et justement, j'ai posé la question dernièrement sur LinkedIn à savoir, c'est quoi à mes experts en TI puis en cybersécurité, comment expliquez-vous la différence entre le SharePoint et le OneDrive à vos clients? Parce que moi, depuis le début,
depuis un an, en fait, j'entends beaucoup dire que quand on veut partager à l'externe, il faut utiliser OneDrive et pas SharePoint parce qu'avec SharePoint, c'est pas sécuritaire. Je creuse ma tête dans tous les sens. En fait, je creuse pas, mais je tourne plutôt l'expression. Moi et les expressions, hein, je mélange toujours tout. Je me tourne la tête dans tous les sens et je me dis, je comprends pas pourquoi SharePoint serait moins sécure, que ce soit pas plus compliqué, mais qu'il y ait moins de gestion peut-être. Et j'aimerais entendre toi aussi ton point de vue par rapport à ça. Déjà, à la fois, tu m'as fait une belle analogie sur comment tu expliques l'un l'autre et de ton point de vue, de ton vécu, qu'est-ce que tu en penses, la sécurité? Oui, au niveau sécurité, puis c'est là, on a peut-être un problème de vocabulaire. Au niveau sécurité pure, c'est identique parce qu'il faut savoir que OneDrive, c'est SharePoint en dessous. Donc, OneDrive utilise SharePoint, donc hérite de la même sécurité qui est offerte par Microsoft dans ce cas-ci. Là, le problème, c'est la gestion des droits d'accès qu'on confond avec la sécurité. C'est vrai que, effectivement, la gestion des droits d'accès dans SharePoint est beaucoup mieux adaptée dans certaines circonstances que celle dans OneDrive, qui est un espace plus personnel dans lequel on peut se créer des espaces de collaboration en OneDrive, on peut ça, mais idéalement, on va plus avec SharePoint. Donc, ça défait un peu l'idée qu'on n'utilise pas SharePoint pour collaborer à l'externe, par exemple. Il y a d'autres mesures, puis en plus, là, si on embarque, parce que si on embarque juste dans SharePoint OneDrive pur et dur, dans un volet où on a des licences très limitées, parce que dans l'environnement Microsoft, on n'a pas de mesures de sécurité complémentaires, mais si on est dans plus une grande entreprise où on s'est acheté des licences beaucoup plus dispendieuses, mais beaucoup plus complètes au niveau de la sécurité, la vraie sécurité pour les droits d'accès, là, on est capable de mieux contrôler la collaboration externe, donc d'éviter que les données fuitent, par exemple. Puis il faut aussi se rappeler que Teams, ceux qui utilisent ça, c'est SharePoint qui est en dessous pour supporter toutes au niveau des fichiers. Donc, chaque équipe Teams est un site SharePoint. Fait que si vous avez des équipes Teams pour collaborer avec des personnes extérieures, nécessairement, vous avez un SharePoint qui sert à faire ce genre de choses-là. Donc, je ne crois pas qu'on devrait proscrire un ou l'autre. On devrait le choisir dans le bon moyen. C'est-à-dire qu'on utilise SharePoint dans certains types de collaboration. On utilise OneDrive dans certains autres types de collaboration. J'ai eu ces discussions-là dernièrement. C'est très drôle que tu amènes le sujet parce que très clairement, c'est dans l'air. Puis aussi, la différence d'analogie, tu me demandais de refaire, je disais, mentionner off. OneDrive, c'est comme le lecteur réseau personnel dans lequel on stocke juste nos choses. Il y a juste nous qui avons accès. L'avantage de OneDrive, c'est qu'on peut l'utiliser maintenant pour collaborer avec d'autres gens. Donc, on peut partager nous-mêmes nos fichiers dans OneDrive. C'est peut-être là un peu le danger où on perd le contrôle de ça, puis on perd la visibilité dans le temps de ce genre de choses. C'est peut-être là que les gens s'inquiètent un peu plus avec OneDrive. Puis le SharePoint, c'est plus comme un lecteur réseau collaboratif ou commun où on dépose des fichiers du département, de la direction, du service, peu importe comment c'est organisé d'un projet. Fait que ça, on met tous nos éléments en commun c'est l'équivalent d'un SharePoint. Parce que les droits d'accès sont plus faciles à gérer centralement dans un SharePoint parce qu'on peut déléguer, on peut faire un paquet de choses que dans un OneDrive, on ne peut pas faire. C'est nous, comme propriétaires de notre OneDrive qui permet de faire ce genre de choses. Encore là, c'est plus facile de voir centralement qui a accès dans un SharePoint que voir centralement qui a accès dans un OneDrive. Et là, il y a le danger d'oublier pendant longtemps d'ailleurs, des fichiers qu'on a partagés avec l'externe, puis que si notre relation d'affaires avec cette personne-là change, puis peut devenir hostile dans certains cas, mais si on maintient, on a oublié qu'on avait partagé ces fichiers-là avec ces personnes-là, on se retrouve avec une situation plus complexe. Là, on parle de SharePoint OneDrive, c'est équivalent à tous les systèmes de partage de fichiers là, comme Dropbox, G-Drive, peu importe la technologie que vous utilisez, on a des concepts qui sont similaires et on oublie avec le temps de décrocher les choses qu'on partage. Moi, OneDrive, SharePoint, je suis dans un environnement plus Microsoft, je suis familier puis je suis davantage vigilant, mais récemment, je me suis rendu compte dans mon Dropbox que j'avais partagé un dossier avec quelqu'un avec qui je n'ai plus de relation d'affaires. J'étais comme, là, ce serait peut-être le temps que je coupe le dit partage que j'ai fait aussi. Fait que ces éléments-là, on oublie longtemps. Tu dis des éléments de partage. À qui on partage? On peut aller même dans les réseaux sociaux. À qui on partage une page LinkedIn, Facebook, parce qu'on peut avoir des collaborateurs. Là aussi, il peut y avoir des informations. Est-ce que ces collaborateurs-là, s'ils changent de statut dans le temps, il faut faire état des droits d'accès en conséquence. Fait que c'est une ramification qui est assez vaste. C'est très important d'avoir l'inventaire. On revient toujours à l'inventaire de ces endroits-là où on a toute notre information. Puis là, je vais te repasser là-bas parce que j'ai vraiment trop parlé sur le sujet.
Non, mais c'est parfait. Il y a plein de pépites que tu nous as données. Et tu sais, je rebondis sur le dernier point avant de rebondir avec certains autres ensuite. Tu sais, justement, le partage, c'est aussi de dire, bah, il y a un moment où est-ce que j'ai fait appel avec une compagnie en publicité qui m'a aidé avec ma pub sur Facebook. Je leur ai donné des droits d'accès, des droits d'admin, retirer les dons. Pareil, Google Analytics. Et là, je porte le blâme sur moi-même aussi. Dernièrement, je suis retournée dans mon Google Analytics et j'ai, ah oui, il y a cette personne qui est admin. Ouais, peut-être qu'il faudrait la retirer parce que effectivement, c'est quand même des choses. Bon, c'est quelqu'un à qui je fais entièrement confiance. Là n'est pas la question, mais quand même. Et ça m'amène à, tu sais, est-ce que vous faites, et je vous invite à le faire, la liste des accès externes qu'on donne parce qu'on est des humains et que la vie va vite et qu'on oublie. Si je donne accès à quelque chose, marquez le don sur, tu sais, on pourrait se faire un beau Excel et se mettre des notes par rapport à ça et le réviser de temps en temps. Les deux mots hyper importants que tu as mentionnés et que je veux remettre sous le spotlight, que je veux remettre en lumière, c'est la notion de sécurité versus gestion des accès. Je pense qu'effectivement, il y a un mix-up qui se fait entre ces deux notions-là, effectivement, que bon, une mauvaise gestion des accès peut amener des enjeux de sécurité. Une bonne gestion des accès limite quand même grandement les enjeux de sécurité. Donc, j'aime vraiment ces deux mots-clés et je pense qu'on peut les retenir et mettre un petit astérix à côté dans notre tête. Le deuxième volet de notre question, c'est quoi? Au-delà du lieu de stockage, une question qui serait pertinente de se demander, c'est quel type d'informations est-ce qu'on collecte? Et surtout, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il va être important dans un premier temps de connaître les données qu'on a en sa possession, donc peut-être de cartographier ces données. Il y a des entreprises très, très compétentes qui sont en mesure de vous aider avec ça. Puis ensuite, de se questionner sur l'utilité d'avoir ces données. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et je pose la question à tout le monde parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez tendance à faire. Je reçois un spécimen de chèque. Déjà, je déconseille de recevoir un spécimen de chèque par courriel. Ça, on en a déjà parlé. Mais anyway, je le reçois. Est-ce que c'est nécessaire de le conserver? Une fois que je l'ai rentré dans mon accédé ou dans mon compte bancaire en ligne, peu importe, est-ce que c'est nécessaire de garder une copie? C'est une autre anecdote par rapport à peut-être des propriétaires d'immeubles. Je gravite aussi dans le domaine de l'immobilier. Il y a des propriétaires d'immeubles qui mettent leur logement en location et qui, aux futurs potentiels locataires, demandent un T4. Un T4 contient un numéro d'assurance sociale. Est-ce que je veux vraiment recevoir, gérer, stocker ce type d'informations? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Moi, je déconseille fortement, là, on se parle du T4 parce qu'il est un exemple très concret. Mais de façon générale, de ne pas récolter. Puis la loi est claire aussi en ce sens-là. Tu sais, on doit juste garder l'information qu'on a besoin pour faire fonctionner notre business, faire fonctionner nos affaires. C'est jamais, faut jamais aller plus loin. Puis il n'y a pas au cas où qu'un jour j'aurais besoin. Non, si tu en as besoin un jour, demande l'information au moment où tu en auras besoin parce que entre les deux, quand on est en possession de cette information, on devient responsable. Les lois ont changé d'ailleurs au Québec, entre autres. Puis en Europe aussi, le GDPR a quand même ces effets-là en ce sens-là. On devient responsable de l'information qu'on détient. Et comme détenteur, ben, si on a une fuite d'informations associées, ben, on est légalement responsable aussi. Fait que comme un danger de plus en plus important au niveau légal de posséder trop d'informations. Quitte à ce que dans le cas là, que tu mentionnes, que la personne fasse une vérification visuelle, elle regarde la chose, OK, fan, puis il n'y a pas de suite à ça. C'est un élément qui peut être fait parce que cette personne a besoin de vérification, parce que ça, elle fait juste cocher. Puis j'avais même un exemple similaire que ça. Il y avait le pass vaccinal qui avait été demandé à mes enfants, que une activité, une chose sportive demandait qu'on leur envoie le pass vaccinal. Je dis non, on n'enverra jamais ça. C'est mal. On va juste montrer à la personne, sa voix, elle va cocher sur son dossier. J'ai confirmé que l'information, elle est correcte. Parce que c'est juste l'information qu'elle a besoin de savoir, c'est que c'était, quitte à mettre juste la date d'expiration, ça a besoin de savoir si on va expirer à un moment donné. Mais c'est tout. Fait que là, c'est de limiter la portée. Puis je m'étais insurgé. Puis je pense que je me suis pas fait nécessairement des amis dans cette association sportive-là parce que j'ai troublé un peu le processus. Mais les gens sont pas familiers avec ça. Il faut faire attention à ce qu'on récolte, ce genre de choses-là. Et j'aimais aussi le spécimen de chèque. J'ai été confronté à une situation comme ça dernièrement. Et ce que je fais dans ce temps-là, je marque le nom de la compagnie sur le spécimen de chèque. Fait que s'il y a une fuite, je sais sur qui je vais aller frapper après. Fait que là, je me mets des marqueurs dans l'information que je distribue dans les contextes où des fois on est obligé de le faire, même si c'est pas recommandé parce que
la vie étant la vie. Fait que c'est de mettre des marqueurs comme ça qui sont importants. Puis j'ai même commencé, puis ça, je suis complètement dans un autre sujet, mais le Gmail permet ce genre de choses-là. On prend notre adresse courriel, on prend plus, on ajoute à la fin de notre adresse plus quelque chose, puis on est capable de plus Netflix. Fait que mon adresse Gmail pour mon compte Netflix, c'est mon début d'adresse plus ça @gmail.com. Et c'est toujours dirigé vers ma boîte principale. Fait que si c'est Netflix qui fait fuiter mon information, le gars Netflix, on a un problème, là. Ça fait fuiter mon information. Fait qu'on met des marqueurs comme ça pour venir sur les choses, puis là, je termine là, puis je te repasse la parole. Non, mais c'est vraiment intéressant. Effectivement, mon chum m'en avait parlé, ça à un moment donné, il m'avait même montré, justement, faire le test, que même si tu te trompes dans ton adresse courriel, tu t'oublies une lettre, il va comprendre que c'est toi. Bref, il m'avait fait une petite démo, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis, je trouve ça chouette ce que tu amènes. On n'a pas nécessairement parler de l'aborder, mais c'est vraiment pertinent de dire, est-ce que ça pourrait pas être nous l'acteur de changement, déjà de se faire des marqueurs comme ça, mais pour l'association sportive, d'être l'acteur de changement, de dire non, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans votre processus, c'est pas sécuritaire, tout le monde le fait depuis toujours parce que c'est plus facile, mais en termes de sécurité, ça ne fonctionne pas. Moi, dernièrement, pour donner un autre exemple concret, je me fais en ce moment accréditer par un ordre professionnel que je vais taire, mais pour pouvoir que ma formation soit accréditée, pouvoir la dispenser auprès des membres. Et puis, dans le formulaire d'inscription, il te demande ton numéro de carte de crédit, ton CCV, ta date d'expiration, puis il demande que tu envoies ça par courriel. J'ai envoyé le formulaire sans ces informations en disant, pour le paiement, ça va me faire plaisir de vous payer, c'est normal, mais je ne vais pas mettre mes informations dans un formulaire qui va être envoyé par courriel. On s'appelle, envoyez-moi des coordonnées que je peux faire un virement directement, peu importe, mais ça ne fonctionne pas. Donc oui, tout plein de bons points effectivement par rapport à la collecte, se re-questionner sur cette collecte et ne pas hésiter quand on est face à une situation que on commence à être sensibilisé et à être moins à l'aise avec ce partage de données à tout va, de challenger la place, de challenger l'entreprise, de dire tu collectes ça mais je comprends pas. Moi dernièrement j'ai reçu une infolette, déjà je comprends pas comment je me suis abonnée à cette infolette et en bas de page j'avais pas se désabonner, c'est pas normal. Bon c'est même anti-loi anti-pourriel et etc. Mais c'est pas normal donc je le souligne, c'est comme j'ai reçu votre infolette, je voudrais être désabonné et d'ailleurs, il manque peut-être quelque chose en bas de page. Ensuite, on revient dans nos données. Comment je protège ces accès? Vous voulez vraiment, vous savez, moi, je suis très, très friande de toute la sécurité, puis les mots de passe, puis très, très militante d'avoir un mot de passe robuste, unique et d'avoir le double facteur. Donc, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite note par rapport à ça. Aussi bien dans le numérique en ligne que hors ligne. Si on pense sécurité de base, même rien que pour le papier, ça devrait être minimalement conservé de façon sécuritaire dans un tiroir fermé à clé. Probabilité, les choses sensibles, on ferme ça à clé, on retourne au bon vieux locker à clé. Si on pense sécurité de base pour nos dossiers numériques, mais hors ligne, on pourrait penser à la protection par un mot de passe. Mettre un mot de passe à notre fichier Word, un fichier Excel, c'est possible. Et j'avais une question pour toi par rapport à ça, tout de suite après. Et dossier numérique, vous en doutez, mot de passe robuste, mot de passe unique, activer mon double facteur d'authentification. Je suis tombée sur un article dernièrement qui venait montrer une faille dans les mots de passe directement dans Microsoft. Si j'ouvre mon fichier Excel, je fais fichier, ajouter un mot de passe, puis là, c'est protégé par un mot de passe. C'est un article qui parlait d'une faille que comme tu peux le mettre sous forme de .zip, puis que quand tu le déchiffres, finalement, tu arrives à bypasser ce système-là. Je vois que tu hoches de la tête. Est-ce que tu veux et tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, essentiellement, les mots de passe ou les fichiers Word, Excel, PowerPoint sont une mesure de sécurité inefficace et sont très faciles à casser. Parce qu'il y a un défaut dans la fabrication de ce processus-là. C'est même étrange que ça soit comme ça, mais c'est pas une bonne mécanique pour faire ce genre de choses. Si on veut verrouiller un fichier vraiment, il y a d'autres façons. On va utiliser un enveloppe externe, c'est-à-dire comme un zip, par exemple, qu'on va mettre un mot de passe, mais un zip qui va utiliser un logiciel qui l'utilise correctement aussi, qui fait le chiffrement décent, qui utilise une structure qui est meilleure. Donc oui, effectivement, c'est une drôle d'idée de croire que c'est bien protégé. Pour les fichiers Word, Excel, PowerPoint, à la limite, pour ceux qui sont plus habiles, il y a Microsoft Information Protection, qui est une chose qui est liée avec un abonnement Office 365 dans lequel on peut rajouter une sécurité supplémentaire
Ça demande un peu plus de manipulation, c'est un peu plus complexe. Mais là, on peut arriver effectivement à ce genre de choses-là, mais encore là, c'est pas des moyens adaptés pour protéger le contenu des fichiers. C'est pas fait pour ça. Si on est inquiet pour le chiffrement d'informations, il faut-il des choses qui sont adaptées à ça? Ça ne l'est pas. Puis justement, dans le véhicule, là, si on parle de stockage de type Dropbox, OneDrive, et ainsi de suite, il y a des produits comme Boxcryptor qui permettent justement de chiffrer les fichiers dans ces stockages externes. Tu parlais de l'information qu'on met là-dessus, qu'on veut la protéger. Est-ce que le locker qu'on loue, est-ce que le propriétaire de celui-ci est fiable? Des fois, on peut douter. L'information, est-ce qu'elle est... on parle de souveraineté de données aussi, tant qu'à. Parce que certaines compagnies qui sont soumises à des notions de souveraineté de données, est-ce que les données sont stockées au Canada? Est-ce qu'elles sont stockées aux États-Unis? Est-ce qu'elles sont stockées en Europe? Est-ce que l'équivalence des droits européens et des lois européennes est suffisante pour vous réconforter? Est-ce que selon votre exigence légale, dans le monde financier, c'est très important, ce genre de choses-là, de savoir où réside l'information et dans quelle mesure on peut la faire sortir du pays. L'information biométrique ne doit pas sortir des frontières. Ça fait partie des lois québécoises, par exemple. Donc, il y a des défis comme ça qu'il faut savoir, mais au moins minimalement l'usage du chiffrement comme Boxcryptor, qui est, à mon avis, un bon produit. Il doit en exister d'autres, mais j'en connais pas d'autres. Fait que je parle juste de ce que je connais dans ce cas-ci. Puis je ne fais pas la promotion spécifiquement de ce produit-là, mais est un avenue dans lequel on peut utiliser pour protéger adéquatement nos informations. Puis même Boxcryptor permet du partage sécurisé. Puis bref, il y a une mécanique entourant de ça qui permet justement ce type de choses-là. Donc, à toutes celles et ceux qui ont encore leur mot de passe dans un fichier Excel et qui ont bonne conscience en ayant mis un mot de passe dessus, ce n'est pas adéquat, malheureusement. Il y a des failles avec ce processus de protection. Donc, mauvaise idée. Mauvaise idée. On a parlé de est-ce que je fais l'inventaire des accès externes que j'accorde? Qui a accès à mes choses? Donc, il va être important de savoir qui a des droits d'accès. Pourquoi? Nécessaire d'accorder les accès appropriés aux bonnes personnes aussi. Puis, rapidement, on peut répertorier trois principaux niveaux d'accès. Le fait de pouvoir visualiser un document. Donc, je donne accès à Nicolas Loïc, je te donne accès à peu importe un document. Mais toi, tu peux juste le voir, tu peux juste le lire. Sinon, il y a l'option de pouvoir commenter aussi, pouvoir mettre des commentaires, ou bien l'accès premium, si on veut, c'est de pouvoir le modifier. Donc là, c'est utile quand on travaille sur un même dossier puis qu'on veut travailler conjointement là-dessus. Lorsqu'un employé quitte, ça va être nécessaire de retirer les accès, d'où l'importance d'avoir peut-être l'inventaire de ces accès à la fois externes et internes. On peut pas parler de ça en détail là aujourd'hui, mais c'est hyper important. Et ça pourrait être l'objet d'un futur podcast. Et quand il y a un employé qui quitte, c'est quoi les choses importantes? Assurer le bon roulement du personnel. Bon, et je vois l'heure, puis on a tellement de choses à dire, mais on va concrètement gérer les accès qu'on donne en ligne. Comment on fait ça? Moi, je recommande, et c'est très très simple comme recommandation, quand je partage en ligne avec quelqu'un d'externe, de ne pas partager un lien. Tu sais, c'est pas un lien que je te génère, puis n'importe qui dispose du lien peut. Non, mauvaise idée complètement. Ma bonne pratique, et je vois ton nom verbal qui me dit « Oh, oui », c'est plutôt à ce moment-là de prendre l'adresse courriel de la personne à qui je veux partager, la rentrer dans le système, dans le dossier que je veux partager. Et à ce moment-là, c'est vraiment elle qui est liée à ce dossier. C'est pas n'importe qui dispose du lien et qu'on peut le partager, on peut le perdre. Bon, on s'entend qu'il y a encore une vulnérabilité, une porte d'entrée, c'est que si cette personne-là, ses accès se font pirater, ça lui appartient bien sûr, mais c'est quand même une porte d'entrée qu'elle peut rentrer dans le dossier-là, cette personne-là. Mais partager, oui, mais pas par un lien qu'on envoie qui n'importe qui peut disposer, peut accéder au contenu, mais bien un lien qui est spécifique à une personne en particulier parce que j'ai rentré son adresse courriel et ça c'est possible avec tous les outils en ligne. Ton point de vue? Oui, la plupart des plateformes le permettent. De toute façon, ça devient un partage anonyme quand tu partages avec un lien. Fait que là, c'est encore plus difficile de retracer qui a fait quoi. Puis on peut même pas savoir la personne avec qui on a partagé si c'est elle qui fait les travaux en dessous. Puis puis en même temps, de nos jours, c'est tellement courant que les boîtes courriel se font pirater, se font voler. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus risqué de faire ça comme ça. Puis d'ailleurs, ça ramène sur le fait que les boîtes courriel se font pirater et de conserver des informations inutiles, va vider sa boîte courriel aussi parce que si elle se fait pirater, ils vont voir le contenu
complet. Tu sais, c'est le rêve de Google d'avoir l'ensemble de notre contenu de courriel tout le temps. Puis là, c'est malheureusement contre-intuitif, là, mais il ne faut pas faire ça. Il faut détruire, surtout si on a de l'information sensible qui est transigée par courriel. Si vous voulez, archivez-le à côté, offline, ailleurs, mais ne laissez jamais ça dans vos systèmes ou dans votre client courriel parce que ça va vous arriver de vous faire pirater. Je l'ai vu, j'ai eu des cas où les boîtes courriel sont faites complètement fuitées dans le dark web, dont le contenu des liens, comme tu mentionnes, dont les adresses NAS, dont les numéros NAS, dont les numéros de carte de crédit, dont ces affaires-là qui ont suivi. Donc, ça peut causer des soucis très, très importants là, de cette nature-là. Ouais, donc c'est important je pense qu'on a parlé et on a mentionné plein de petites pépites, plein de petites choses qui mériteraient d'être synthétisées peut-être, mais on y reviendra éventuellement. Mais c'est plein de petites choses. Bon, faire l'inventaire de ces rôles, de ces accès, comment je partage, qu'est-ce que je collecte, où est mon information. C'est un peu tout ce qu'on voulait mettre en lumière aujourd'hui. Et je pense qu'on vous a pas, j'espère en tout cas qu'on vous a pas trop pas cassé la tête, mais que vous n'avez pas la tête plus grosse et chargée qu'au début de l'épisode. Et je le répète souvent, mais la sécurité, c'est un processus. Il vaut mieux mettre des petites actions à chaque jour que de vouloir tout faire là, cet après-midi ou ce matin quand vous écoutez l'épisode, parce qu'après, vous allez vous désabonner de l'épisode, puis vous ne voudrez plus jamais nous écouter. Ce n'est pas ça qu'on veut. Un petit morceau à la fois, toujours. Entre autres, puis de toute façon, on revient à des éléments élémentaires. Là, c'est à qui on partage la clé de notre maison, dans ce cas-ci, c'est facile. Même ça, des fois, on perd le compte de à qui on a partagé la clé de la maison dans certains cas. Donc, il faut faire, il y a un ensemble de choses à regarder là-dedans puis être prudent. C'est beaucoup du gros bon sens. C'est juste qu'on n'est pas éveillé à ce que ces systèmes-là le fassent. Puis même nous, en cyber, des fois, on oublie certains éléments par rapport à ça. Donc, comme on mentionnait, moi, j'ai mon Dropbox, j'ai des collaborateurs avec qui j'ai cessé, puis ça m'a pris près d'1 an avant de me rendre compte que j'avais encore le dossier partagé avec eux autres. Donc, est-ce que c'est grave? Dans ce cas-là, non. Est-ce qu'il y avait des informations sensibles? Non. Dans ce cas-ci, c'était pas super grave, mais dans d'autres cas, c'est important d'avoir surveillé votre information sensible. On revient toujours à ça. Faites attention à vos trésors qui vous permettent d'être en affaires, qui vous permettent de vivre en toute quiétude. Oui, absolument. Absolument. Un beau mot de la fin, ça. Et de sages paroles. Toujours un plaisir. Effectivement, toujours un plaisir. Fait qu'on se dit à la prochaine. À très vite. Bonne journée.